Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Think Éducation et Recherche 2022. Think Edu 22 sur les réseaux sociaux pour les intimes. C'est notre événement annuel à Newstank et à Campus Matin, son site ouvert, et nous démarrons ce 1er février pour 3 jours, 2 jours de webinaire, de demi-journée de webinaire et puis une journée en présentiel à Sorbonne Université ce jeudi où on discutera des programmes pour la présidentielle, notamment avec les représentants des candidats. Je suis Théo Aberbuch, le directeur des rédactions de Newstank et de Campus Matin, et je vais animer cette heure et quart avec mes collègues. Camille Vendier, notre spécialiste des études de management. Bonjour Camille. Bonjour. Et puis Lucie Cocard, notre référente sur les questions liées aux écoles d'ingénieurs. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. C'est avec le réseau IAE France que nous avons imaginé cette séquence autour du rôle des écoles internes aux universités, car finalement, avec la naissance notamment des établissements expérimentaux, tout établissement ou presque tend à devenir la composante d'un tout un peu plus grand, à des degrés divers, avec des statuts et des missions qui varient évidemment. Et cette année, il y avait l'envie de parler de sujets moins institutionnels que ce qu'on a pu faire peut-être les années précédentes pour évoquer les missions, les stratégies, les positionnements des IAE, des écoles d'ingénieurs, ou en tout cas de certaines écoles d'ingénieurs, et d'un IEP. C'est vraiment une volonté de benchmark, comme on dit en bon français. On va croiser les regards avec des intervenants que je vais laisser Lucie Cocard vous présenter. Lucie, c'est à toi. Merci. Alors, pour évoquer tous ces sujets, on est avec Céline Braconnier. Vous êtes directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Céline. Bonjour. On est avec Armel de la Bourdonnais. Vous êtes directeur de l'INSA Hauts-de-France à Valenciennes. Bonjour Armel. Bonjour. Emmanuel Perrin, vous êtes coordinateur du réseau Polytech et directeur de Polytech Lyon. Bonjour Emmanuel. Il est là. Et Hervé Penant, vous êtes vice-président du réseau des IAE et directeur de Toulouse School of Management. Bonjour. Donc merci à tous les quatre pour votre présence à ce webinaire et merci à vous tous qui nous suivez. On va démarrer ce rendez-vous par une première question qu'on vous a posée sous la forme d'un challenge que je vais laisser Camille Vendier vous présenter. Merci Lucie, bonjour à tous. Alors effectivement, on va entrer dans le vif du sujet en s'inspirant d'un défi bien connu des doctorants. On vous propose de démarrer un tour de table sous la forme de Mon école en 180 secondes pour évoquer brièvement donc le positionnement de votre établissement et ce qu'il caractérise. Peut-être Hervé, je vous laisse commencer. Bien, Toulouse School of Management est une école de gestion qui est positionnée au niveau licence, master et doctorat. La particularité de Toulouse School of Management, comme l'ensemble des établissements du réseau des IAE, c'est d'être très proche des entreprises, c'est-à-dire d'avoir des formations très professionnalisantes. L'autre particularité, c'est d'être très fortement positionné sur la recherche. À Toulouse, nous avons un laboratoire CNRS et également une école doctorale spécialisée en sciences du management. La contribution d'une école comme TSM, et encore une fois comme l'ensemble des écoles de gestion du réseau des IAE, c'est d'apporter au sein de l'université française tous les outils d'aide à la décision et d'entrepreneuriat nécessaires pour intégrer les diplômés, essentiellement au niveau master, dans les entreprises. Donc, voilà pour l'essentiel ce que nous faisons. Je n'ai pas été assez dissert, je m'en excuse. Non, il n'y a pas de souci. Qui veut prendre la suite? Emmanuel Perrin, peut-être? Est-ce qu'Emmanuel, vous nous entendez bien? Ah là, je vous entends très bien, Théo. Donc mes collègues sont... Mes collègues n'ont pas le privilège de vous parler. Alors, on va régler ça. En tout cas, Emmanuel, Camille vous proposait d'enchaîner sur vos 180 secondes pour présenter le réseau Polytech. Alors, le réseau Polytech en 180 secondes. Donc, tout d'abord, Emmanuel Perrin, coordinateur du réseau Polytech et directeur de Polytech Lyon. Le réseau Polytech est un réseau d'écoles internes aux universités. 15 écoles internes aux universités sont membres du réseau Polytech et nous avons aussi des écoles associées au réseau Polytech. Notre communauté d'écoles membres est une communauté dans laquelle les écoles partagent des choses à une échelle assez inédite au sein des écoles d'ingénieurs. Nous partageons nos admissions, notre recrutement, que ce soit le recrutement post-bac ou nos concours à bac+2.
Et nous partageons notre classe préparatoire intégrée, puisque nous sommes des écoles simultanées, 3 années de cycle ingénieur, 2 années de classe préparatoire, dites PUIP, parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Le contrat moral qu'on a avec les jeunes bacheliers est de leur dire, vous faites une prépa au sein de l'une des écoles du réseau Polytech et vous aurez accès, en fonction de vos résultats bien évidemment, et de vos vœux, à l'une des spécialités, l'une des 100 spécialités d'ingénieurs du réseau Polytech. Le réseau Polytech recrute par ce dispositif de classe prépa à peu près la moitié des 3200 élèves qui sont diplômés chaque année en formation initiale. Et ces élèves sont rejoints par des étudiants de CPGE, issus du concours Polytech CPGE, ou du concours Polytech sur titre pour les étudiants titulaires d'un DUT ou d'un L2. Nous diplômons également entre 7 et 800 étudiants par l'intermédiaire de la formation par apprentissage. Donc, on a quand même un dispositif inédit au niveau national et nous partageons quelques éléments d'addition avec les écoles qui sont associées au réseau Polytech. D'un point de vue institutionnel, le réseau Polytech est un réseau d'écoles internes aux universités et la personnalité morale du réseau Polytech ainsi que les projets réseau Polytech sont mis en place dans une fondation, la fondation partenariale du réseau Polytech. Cette fondation partenariale a pour objectif donc de gérer le réseau, d'assurer la défense de la marque et la mise en place des dispositifs de communication. Et les administrateurs de cette fondation sont nos présidents d'université, donc le réseau Polytech est en phase totale avec ces universités. Et le conseil d'administration est également constitué à part égale de représentants du monde socio-professionnel, comme il est traditionnel dans les écoles d'ingénieurs. Voilà, j'ai fait peut-être un peu plus court que 180 secondes, mais j'aurai l'occasion de détailler d'autres dispositifs, Théo. Merci Emmanuel, c'était très clair. Céline, peut-être à vous d'enchaîner. Oui, avec plaisir, merci. Donc, je suis Céline Braconnier, donc heureuse directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, qui est le dernier né des 10 instituts d'études politiques de France, puisque nous avons, en plus de Sciences Po Paris, donc l'Institut d'études politiques qui est le plus connu, le plus ancien, j'ai envie de dire évidemment le plus prestigieux, et qui est l'héritier de l'école libre des sciences politiques inaugurée en 1872. Au-delà, il y a 9 instituts d'études politiques installés en région, dont le premier Strasbourg a été créé en 1945 et dont nous sommes le dernier. Nous avons ouvert nos portes en 2014. Donc, à ce jour, nous accueillons 800 étudiants, soit à peu près la moitié de la taille moyenne des autres Sciences Po de région, qui sont de la taille, j'ai envie de dire, d'un gros lycée autour de 2000 étudiants. Et bien évidemment, notre ambition, c'est à très court terme d'atteindre cette taille moyenne des autres Sciences Po de région. Alors, pourquoi j'ai commencé par me situer dans cet ensemble des 10 IEP? Parce que nous avons des missions communes qui sont définies par décret et qui s'imposent à nous, quel que soit notre statut. Qui nous donne pour mission de former à la fois les cadres du public et du privé par l'intermédiaire, par le biais des sciences sociales, qui nous distingue d'autres types d'écoles qui forment parfois au même poste, mais par le biais des sciences de gestion par exemple. Donc, nous formons des cadres du secteur public et du secteur privé. Le secteur public, historiquement, tient une place importante dans les IEP, puisque nous préparons notamment au concours de la fonction publique, mais un nombre croissant, une proportion croissante de nos diplômés intègrent le secteur privé. Alors, nous diplômons nous délivrons des diplômes propres, quel que soit notre statut, qui consacre une formation en 5 ans, pluridisciplinaire au début, pluridisciplinaire en sciences sociales. Dans les IEP, on fait du droit, on fait de l'économie, on fait des langues, de la sociologie, de la science politique, évidemment. Une année entière à l'international, c'est une des particularités de la formation Sciences Po. Et puis, les 2 dernières années sont professionnalisantes et mènent à une assez grande diversité de métiers organisés en 4 grands secteurs que tous les IEP proposent. Alors, en termes statutaires, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye se distingue de la majorité des IEP en étant une école interne d'université sur le modèle qui est celui de Strasbourg. Nous sommes les 2 seuls à ce jour à être dans cette situation-là. Nous sommes des écoles internes relevant de l'article 730 du Code de l'éducation, c'est-à-dire dotées d'une autonomie
qui nous permet précisément de déployer ces missions propres qui nous sont données par décret et qui s'imposent évidemment aux universités dans lesquelles nous sommes intégrés. La particularité de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye par rapport à Strasbourg, c'est d'avoir 2 universités tutelles. Une, l'université CYU Cergy Paris, dans laquelle nous sommes complètement et juridiquement intégrés, et une deuxième, l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui joue un rôle absolument fondamental depuis notre création, qui nous soutient de façon équilibrée avec l'autre université, mais avec laquelle le lien est jusqu'à aujourd'hui en tout cas un lien conventionnel. Alors tous les autres Sciences Po, tous les autres instituts d'études politiques sont soit des EPA, soit Paris, qui est un grand établissement. Que nous avons à relever en propre, nous, d'assumer nos missions d'institut d'études politiques, qui sont celles qui comptent pour nos étudiants. Nos étudiants ne savent pas, ne connaissent pas ces différences de statut. Ce qui compte pour eux, quand ils intègrent un IEP, qu'on intègre par concours, c'est d'avoir la même formation que celle offerte par un autre IEP. Notre défi, c'est d'assumer nos missions aussi bien que le font des établissements qui sont dotés de la personnalité morale, mais de le faire dans un cadre particulier qui est celui de nos universités. Donc, je parle de Strasbourg et de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Merci Céline. Et enfin, Armelle, à vous. Bien, eh bien écoutez, l'INSA Hauts-de-France, c'est un établissement lui aussi nouveau-né ou quasi, puisqu'on a 2 ans d'existence. On est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche au sein d'une université. Donc, voilà, c'est des nouveaux objets. On est établissement composant d'un établissement public expérimental. Nos missions, c'est la formation et la recherche, formation dans le domaine des sciences de l'ingénieur, mais aussi on regroupe une faculté des sciences et une faculté des sports et des métiers du sport, anciennement de la faculté de STAPS. 5000 étudiants à peu près, 350 personnels, dont un peu plus de 250 enseignants-chercheurs, 270. On est sur un territoire très fortement industrialisé depuis longtemps avec le charbon, mais ça a heureusement évolué. On garde des industries de l'énergie, beaucoup d'industries des transports, notamment Alstom et Bombardier qui ont fusionné, mais aussi dans le domaine du véhicule électrique avec les grandes transformations de Stellantis, Renault et Toyota qui sont situées toutes les 3 sur la vallée de l'Escaut, tout près de chez nous. Ça nous donne des spécialités, des engagements assez forts dans le domaine de la mobilité et des transports, dans le domaine de l'industrie du futur de façon plus globale, puisqu'on est aussi situé sur une grande zone logistique et aussi situé à proximité d'une région très fortement agroalimentaire avec beaucoup d'agro-industrie, et puis tout ce qui est numérique, multimédia, audiovisuel. Et les STAPS, qui sont notre spécialité, je dirais pour un INSA, école d'ingénieurs, ça nous apporte tout la connaissance de l'humain dans la mobilité, l'humain en tant qu'opérateur industriel, et ces liens sont assez riches et participent d'une formation assez originale finalement. Nous sommes insérés bien sûr dans le groupe INSA, qui est un groupe d'écoles d'ingénieurs qui, elles, sont en général, sauf nous, indépendantes des universités, très voisines de leurs universités, avec beaucoup de relations et de laboratoires de recherche. Néanmoins, un groupe INSA qui recrute en post-prépa, mais aussi en post-bac. Et comme l'ensemble du groupe INSA, nous avons des apprentis, nous avons des étudiants étrangers, de l'ordre de 10% d'apprentis, donc 500 sur 5000. Voilà à peu près notre portrait. Je rajouterai qu'on bénéficie bien sûr de notre université d'accueil, à la fois à travers le lien avec son IAE, puisqu'il y a un IAE à Valenciennes, mais aussi à travers de ses relations internationales, et notamment avec notre université voisine de Mons, puisque c'est l'université la plus proche de nous, c'est pas Lille, c'est Mons, et avec de fortes relations avec leur faculté d'architecture, qui me permet aussi de monter des doubles diplômes, dont un double diplôme d'ingénieur architecte. Voilà, ça fait 3 minutes. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments de contexte. Alors maintenant, on va évoquer vos ambitions à 5-10 ans et votre vision pour les écoles, pour les ensembles que vous représentez. Céline, peut-être que vous voulez
continuer, reprendre, commencer? Avec plaisir, merci Lucie. Alors, comme je l'ai indiqué, nous sommes une très jeune école, donc notre ambition, c'est d'abord de nous développer pour atteindre la taille moyenne des écoles auxquelles nous nous référons, qui sont les autres Sciences Po de région. Donc, nous, on a pour ambition à 5 ans de doubler notre nombre d'étudiants, et ça se fait à la fois par la création de nouveaux diplômes, la diversification de notre offre de formation, aussi bien à destination du public étudiant aux 2 niveaux. On rentre dans les Sciences Po, donc chez nous comme ailleurs, par 2 types de concours. En première année, un concours commun organisé dans le réseau des Sciences Po, et puis un concours d'entrée en cycle master en 4e année. Donc, il s'agit d'accroître le nombre de places pour répondre à une demande d'intégration. Les Sciences Po forment des écoles très attractives auprès des jeunes, donc doubler le nombre de places dans nos différents concours, et puis diversifier l'offre de formation pour avoir un public à la fois plus âgé, on développe pas mal la formation continue, et puis un public aussi plus international à destination duquel nous montons un certain nombre de formations spécifiques. Et puis, une autre ambition, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, comme pour tous les Sciences Po, qui constituent des écoles très sélectives, socialement l'origine de nos étudiants, de la diversité aussi géographiquement, puisque nous sommes de recrutement national avant tout, et bientôt un peu plus international. Aujourd'hui, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, c'est 25 à 27% de boursiers. À l'entrée comme à la sortie, je précise, la particularité des Sciences Po, c'est de diplômer autant de boursiers qu'ils n'en intègrent en première année, donc à l'issue de 5 ans, ce qui signifie que les conditions sont réunies chez nous comme dans les autres IEP pour accompagner la réussite des jeunes qui viennent de milieux moins favorisés, et diversifier, amplifier cette dynamique de démocratisation. Ça passe par le développement de dispositifs adaptés de liens avec les lycées. Nous avons aujourd'hui 40 lycées partenaires en Île-de-France, dont nous préparons les jeunes à être ambitieux pour leurs études supérieures, à réussir notamment le concours des Sciences Po, mais aussi à réussir de façon générale dans les formations sélectives qu'ils choisiront d'intégrer. Ce dispositif de démocratisation a été labellisé Cordée de la réussite. Nous avons aussi été les chanceux lauréats cet été d'une prépa talent du service public pour notre prépa concours justice sécurité. Donc dès les premières promos, nous avons eu des étudiants qui ont intégré la prestigieuse école de la magistrature, mais aussi le concours très difficile de commissaire de police. Et aujourd'hui, nous souhaitons attirer vers ces concours difficiles des enfants de tous les milieux sociaux. Donc, c'est un des grands enjeux pédagogiques, enfin une des orientations. Si vous souhaitez qu'on parle des partenariats, mes collègues l'ont évoqué, évidemment, nous sommes des écoles de petite taille, c'est ce qui fait une spécificité des sciences. D'accompagner de façon très resserrée nos étudiants, mais pour ces écoles de petite taille, avec des étudiants très ambitieux qui ont des profils assez variés et des projets professionnels très diversifiés, bien évidemment, l'offre de formation passe par des partenariats très forts avec des écoles dont les spécialités sont complémentaires. Et là, les partenariats, on en a de 3 types. On a des partenariats qui sont tissés dans l'environnement de nos 2 universités fondatrices, avec par exemple l'école d'art de Cergy, avec l'école d'architecture de Versailles ou l'école du paysage de Versailles, qui sont 3 très belles écoles avec lesquelles nous avons des doubles diplômes. Donc une partie de nos étudiants sont double diplômés à la fin de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et de ces écoles-là. Nous avons aussi des partenaires qui sont d'autres écoles internes à nos universités. Donc, on a ouvert l'année dernière un double diplôme avec l'école d'ingénieurs CY-Tech, qui est l'école d'ingénieurs de Cergy Paris Université. Et là, le fait d'être dans la même université, eh bien, facilite le lien et a rendu possible l'ouverture très rapidement de ce diplôme très, très intégré, qui est un diplôme
en 6 ans, à l'issue duquel les jeunes sont à la fois diplômés d'un IEP et diplômés de l'école d'ingénieur avec le titre décidé par la commission des titres d'ingénieur. Et puis, nous avons un troisième type de partenariat complètement indépendant de nos universités pour répondre à un besoin d'associations très diversifiées. Par exemple, nous avons un double diplôme avec l'école de commerce privée Audencia, voilà, avec lequel le partenariat est de grande qualité. Donc, grâce à ces partenariats très variés, nous répondons à une demande de diversification de parcours de nos étudiants. Et je pense que ce type de passerelle tente à se généraliser voilà, dans l'université depuis un certain nombre d'années pour le plus grand bénéfice de l'ensemble des étudiants. Merci beaucoup Céline pour ces éléments. Hervé, vous voulez peut-être prendre la suite? Merci. Merci. D'abord, pardonnez-moi, je vais juste compléter ma présentation qui était un peu rapide. Donc, le réseau des IAE, il faut savoir que c'est un réseau qui a été créé à l'initiative de Gaston Berger, comme le réseau des INSA. Je tenais à le rappeler, au même moment. C'est la même idée. Et donc, c'est un réseau qui est maintenant un peu ancien, enfin, qui a une bonne expérience. Et donc, c'est 30 établissements qui sont pour la plupart des articles 713-9 du Code de l'éducation. Voilà. C'était cette précision que je voulais donner. Et on est présent, donc, je vous dis, à peu près sur une 35 même, très exactement, sites universitaires. Bien. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, en termes de stratégie, ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en avant et garantir la qualité des études en management au sein du service public. Parce qu'à la différence de nos collègues dans les écoles d'ingénieurs, vous savez qu'en France, il y a cette spécificité du management qui met en concurrence, hein, disons-le simplement, les écoles de management du système privé, ça vient d'être évoqué par exemple, avec Audencia, et puis les écoles de management au sein des universités. Et la réforme et les reconfigurations des sites universitaires montrent bien que les vraies questions se posent sur la répartition, la concurrence entre les activités de ce type d'écoles qui sont pour l'essentiel assez proches en réalité. Elles sont variées dans les deux réseaux. Il y a de très grandes écoles et des écoles, disons, régionales ou locales. Et c'est vrai pour le réseau des IAE, c'est vrai pour le réseau des grandes écoles. Bien, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que nous faisons face à une pression sociale très importante. Nous avons énormément de demandes pour rentrer dans nos diplômes. Ça se voit dans les statistiques de Parcoursup, bien sûr, lorsque vous rentrez en première année dans nos institutions, mais ça se voit bien sûr plus loin lorsque vous voulez rentrer au niveau master. Et donc je sais que sur cette conversation, nous ne voulons pas trop parler de gouvernance, mais je voudrais quand même dire que l'essentiel pour nous, et il me semble que ça nous rejoint, c'est un point commun entre les établissements qui sont représentés dans cette discussion. Ce qui est très important pour nous, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le fait que la décision, les arbitrages doivent être tenus au plus proche de ceux qui créent la valeur scientifique et la valeur académique. Pour le dire très clairement, ça veut dire que lorsque vous avez des équipes qui sont motivées, qui ont un savoir-faire, qui sont ces équipes qui composent ces écoles d'université, hein. Donc nous avons un savoir-faire pédagogique, un savoir-faire partenarial, ça vient d'être rappelé. Eh bien, il faut qu'on ait la possibilité d'initier, d'avoir des initiatives, de maîtriser les arbitrages et d'avoir une véritable stratégie. Parce que je crois que c'était hier qu'il y avait une discussion au niveau de la Sorbonne pour dire qu'en définitive, quand on regarde l'avenir des universités françaises, les universités françaises sont des ensembles d'écoles, Et donc, il faut bien organiser la gouvernance de ces nouvelles universités, de ces nouveaux objets, en respectant les initiatives de ces écoles, parce que c'est un principe nécessaire, c'est-à-dire nécessaire pour que les collègues restent motivés à la fois dans leur cœur de métier, mais également dans leurs initiatives stratégiques. Donc, c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister. Évidemment, pour répondre à votre question, voilà, notre priorité et notre vision, c'est ça, c'est de pouvoir exercer vraiment un principe de subsidiarité plein et entier. Excusez-moi. Voilà. Merci pour ces précisions. Armelle, vous voulez peut-être prendre la suite?
Eh bien, volontiers. Nous, notre stratégie, elle est assez simple. On existe depuis 2 ans, donc notre stratégie, c'est de nous installer dans le paysage, de nous y installer fortement, comme un des pôles forts de l'ingénierie dans les Hauts-de-France, à côté des 2 métropoles de Lille et d'Amiens, notamment, mais aussi de Compiègne. Voilà. Donc, à 5 ans, on doit peser dans le paysage, on doit exister dans le paysage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que tout ce qui a constitué l'INSA Hauts-de-France se lie ensemble pour former des nouveaux parcours intelligents et pour donner beaucoup plus, on va dire, d'opportunités, mais de résilience surtout aux étudiants qui peuvent rentrer en licence, continuer en école d'ingénieur, rentrer en premier cycle d'ingénieur, finalement se réorienter vers autre chose et avoir des passerelles mixtes, des mixités de parcours entre toutes nos formations qui permettent finalement de rendre un meilleur service à l'étudiant, de diminuer l'échec, d'accroître l'insertion professionnelle. Bien sûr, il y a tout l'ancrage industriel qu'il faut continuer de travailler pour avoir une recherche et des formations pertinentes et pertinentes pour le futur. Et puis, le point important qu'on travaille de façon collective dans le cadre du groupe INSA, c'est de conforter notre modèle social, puisqu'on vise vraiment à former des jeunes de tous les milieux sociaux et pas uniquement ceux des milieux les plus favorisés qui réussissent aussi le mieux leurs études. Donc ce lien avec les territoires, avec les lycées et les collèges, à la fois ruraux, de territoires industriels et de quartiers prioritaires de la ville, c'est aussi un sujet important. Comment on les sélectionne, comment on les accompagne pour leur permettre de réussir une fois qu'ils sont chez nous, comment on les accompagne sur leur insertion professionnelle. C'est tout ça qu'on doit travailler pour être vraiment un établissement d'enseignement supérieur qui est fidèle à sa vocation d'établissement public, faire réussir les jeunes, faire réussir le territoire. Le territoire, ce sont les entreprises et ce sont les populations. Merci. Emmanuel, peut-être vos ambitions aussi, 5-10 ans pour le réseau Polytech et pour Polytech Lyon que vous dirigez également. Alors, je ne vais pas parler spécifiquement de Polytech Lyon, mais de l'ensemble du réseau Polytech dans lequel Polytech Lyon et chaque école souscrit. Donc, la profonde nature du réseau Polytech, c'est d'être ingénieur et universitaire. Donc, on a quand même le meilleur des 2 mondes. On est tout à fait capable à la fois d'incarner un projet ingénieur, nous sommes de vraies écoles d'ingénieurs internes aux universités, et nous sommes très à l'aise dans nos établissements, nous y apportons et nous bénéficions de différents apports de nos établissements. La mission du réseau Polytech est une mission de service public d'accès au plus grand nombre et pour des profils divers et une formation d'ingénieurs de qualité accréditée par la CTI, mais de qualité car interne aux universités, en formation initiale, en formation par alternance, et de par la caractéristique du réseau, 15 écoles et des écoles associées sur des territoires, quasiment partout en France, et ces territoires sont également irrigués par nos universités. Donc on a les moyens de développer cette politique d'accès du plus grand nombre avec un objectif qui est peut-être bateau, mais qui est un objectif que nous partageons au sein du réseau avec nos universités, qui est un objectif d'ascenseur social. Cet ascenseur social, il est caractérisé par le rôle essentiel des dispositifs du réseau dont je parlais tout à l'heure. 3 dispositifs, donc les admissions qui sont au sein du réseau Polytech, le fait que nous avons une classe prépa intégrée qui n'est pas une classe prépa intégrée école, mais une classe prépa intégrée réseau Polytech, et le fait que dans d'autres réseaux, il n'y a pas et il n'y aura pas d'école dominante, parce que sinon les choses se déséquilibrent et les jeunes s'orientent pour des représentations qui ne sont pas celles de leur projet personnel que nous aidons plutôt à éclore pendant notre PUIP. Avec ces 3 caractéristiques, maillage territorial, pas d'école dominante, ce dispositif de PUIP qui permet de faire une prépa dans une école et sans priorité géographique le mérite d'intégrer une spécialité d'une autre école et pas une autre école, c'est vraiment très différent, eh bien on pense proposer un dispositif national d'accès au plus grand. Nous allons développer ce dispositif. Alors, je ne vais pas vous donner le détail, mais on a un plan pluriannuel d'action, une note de politique générale qu'on peut mettre à la disposition de la communauté comme toute note de politique générale. Mais je vais citer 2 grandes ambitions du réseau Polytech. Nous souhaitons devenir un des réseaux de référence dans l'enseignement supérieur, notamment au niveau des écoles d'ingénieurs. On en a parlé ensemble et vous avez vu quelques-unes de nos déclarations. Nous sommes un réseau de référence par le nombre, la qualité, et puis surtout ces dispositifs d'accompagnement des étudiants. Voilà, on est les seuls à faire à une telle échelle ces dispositifs et donc on a cette ambition d'être un des réseaux de référence, en tout cas qui compte dans l'enseignement supérieur. 2 axes de progression.
D'abord, améliorer la diversité des publics. Nous recrutons des étudiants d'un très bon niveau, nous sommes très attractifs. La marque Polytech s'est développée depuis une vingtaine d'années et est une des rares marques à avoir émergé parmi les écoles d'ingénieurs depuis une vingtaine d'années. Et donc, il s'agit d'assurer une plus grande diversité de nos publics avec une initiative dans quelques temps à destination des bacs généraux, bien évidemment, mais aussi des bacs technologiques qui sont les bienvenus dans le réseau Polytech. Donc, on va déployer tout un tas de dispositifs, notamment notre classe prépa spécifique pour les bacheliers technologiques à l'échelle du territoire, du réseau Polytech. Donc ça, c'est un point essentiel, l'accès pour le plus grand nombre, mais aussi pour des publics très diversifiés. Et grâce à la puissance de nos universités, nous avons pu ouvrir quelques centaines de places en post-bac ces dernières années, ce qui est significatif dans un moment où, effectivement, le financement des formations est questionné, mais dans le modèle public, avec des frais d'inscription publique de 600 €, nous avons pu ouvrir un grand nombre de places, et ça n'aurait pas été possible sans l'accompagnement politique, financier, technique sur nos territoires de nos universités et de nos collègues des UFR de sciences, qui sont nos partenaires pour ce pays. Et nous souhaitons aussi, et c'est la deuxième ambition dans les quelques années qui viennent, d'accompagner chacune qui est en PUIP, soit vers une formation initiale, comme on le fait déjà, mais d'accompagner encore plus vers la possibilité de faire une alternance. Alors, nul ne sera forcé de faire une alternance, mais en tout cas, tous les étudiants qui souhaitent faire une alternance, nous souhaitons les accompagner. Et donc, on va essayer de promouvoir un nouveau contrat moral, ou en tout cas un contrat moral renouvelé avec les candidats qui intègrent le réseau Polytech en post-bac. Voilà. Bien sûr, nous n'oublions pas nos étudiants recrutés à Bac+2, mais le dispositif PUIP est parmi ceux qui comptent dans ce paysage. Voilà. Donc, c'est juste quelques petits exemples de ce que l'on peut faire au sein du réseau Polytech. Eh bien, écoutez, c'est une conclusion qui me permet de transmettre la parole à Camille, qui, je crois, a quelques questions concernant Parcoursup, notamment. Alors, c'était sur les profils d'étudiants, donc on parlait recrutement à l'instant. Sur la réforme du baccalauréat, est-ce que vous voyez une évolution en termes de profil, ou en tout cas, comment est-ce que vous anticipez cette réforme? C'est une question pour moi? C'est ça? Non, pour l'ensemble. Moi, je veux bien commencer. J'avais la parole, je la garde, puis je la donnerai. Allez-y. En plus, je travaille au sein de la CDFI, donc Armel travaille aussi au sein de la CDFI. Je suis chargé de mission de réforme du bac. Je crois que la réforme du bac est une immense opportunité d'accueillir des étudiants d'un profil nouveau. Il n'y a pas seulement la réforme du bac, mais il y a aussi la transition générationnelle qui est accélérée par la crise Covid, qui va nous produire de nouveaux profils de candidats. Nous avons l'opportunité d'accueillir des publics un peu plus divers dont nous avions l'habitude. Et il s'agit pour nous de susciter de nouveaux viviers et peut-être de ne pas se cantonner uniquement à des spécialités maths expertes, physique en terminale. Et ça, c'est un vrai challenge que, en tout cas, le réseau Polytech souhaite aborder, sans oublier le bac technologique. Donc, on le voit plutôt comme une opportunité. C'est vrai que avec la pression de recrutement sur les écoles du réseau Polytech. Nous faisons partie, on peut le dire, Armel, avec les INSA, si on cumule les INSA, les Polytech, de la vingtaine d'écoles qui accueillent le plus grand nombre de vœux en post-bac, et donc ça génère une pression de recrutement. Et bien évidemment, les profils majoritaires restent encore des profils de type maths physique en terminale. Mais on a un vrai souhait dans le réseau Polytech d'aller un peu au-delà, d'aller vers des étudiants qui auraient maths complémentaires, mais il faut qu'on soit capable de les accompagner également par l'intermédiaire du dispositif de GEPI Polytech et du dispositif GEPI Polytech de recrutement et PEIP d'accompagnement, on pourra le faire. Et puis, je le dis, il ne faut pas oublier les bacs techno. Donc, on parle beaucoup du nouveau bac, des bacs généraux, mais l'enjeu de la diversité des publics est certes dans le bac, mais aussi dans l'accueil des bacheliers technologiques. Armel, peut-être ou Hervé? Oui, moi j'ai confirmé assez largement ce que dit Emmanuel. Bon, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une concentration avec des choses qui se disent en pré-bac, qui sont en train de reconstruire des choses qui ressemblaient au bac S avant. Bon, voilà, ça c'était attendu et un peu inévitable. Et donc, ça se reproduit et on va retravailler pendant de nombreuses années à construire de la diversité, à la fois de profil académique, de profil social et de genre,
pour arriver à rééquilibrer un petit peu ce que le nouveau bac a perturbé. Ce à quoi il faut être très attentif, ce n'est pas uniquement sur la question du recrutement. Bien sûr, le recrutement, c'est important, et le groupe INSA a aussi une très forte pression, hein, je ne sais plus dans quel journal c'était sorti le classement des écoles les plus attractives, entre guillemets, en post-bac, c'est-à-dire celles qui avaient le plus de vœux. Le groupe INSA était largement représenté. Bon, ça fait que on a une pression avec des profils très homogènes, maths physique essentiellement, plutôt des garçons et plutôt les milieux sociaux favorisés. Et c'est difficile de tourner autour de ça. Donc on y travaille. Mais une fois qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose pour bousculer cette diversité, enfin cette homogénéité justement, il faut aussi faire le travail après. Et parce qu'on va prendre des jeunes qui auront un capital social plus faible, qui auront plus de difficultés dans leurs études, et il faut les accompagner parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on les prend et qu'on les fait échouer, qu'on ne les aide pas à réussir. Donc c'est ce travail qu'il faut construire, et je rejoins ce que dit Emmanuel, dans le cadre universitaire, avec notamment les nouveaux cursus à l'université, ce genre de choses, on a beaucoup d'outils pour arriver à construire des parcours beaucoup plus individualisés et qui aident les jeunes à réussir, qui aident les jeunes à se réorienter si eux et nous sommes trompés ensemble en les recrutant dans une formation d'ingénieur, ou qui permettent d'accueillir des jeunes qui finalement se révèlent en licence, par exemple, et qui ont envie de poursuivre en école d'ingénieur. Donc, on va dire, le nouveau bac et Parcoursup, ça a mis une perturbation dans le système, si on parle comme un automaticien, et maintenant, il faut qu'on arrive à voir comment tout ça se repose, et comment on arrive à retrouver notre logique de service public, qui est certes de former de très bons ingénieurs, mais qui est aussi de donner un avenir à la jeunesse de façon globale. Et c'était justement quelque chose qui a été créé par Gaston Berger. Donc, IAE, peut-être qu'Hervé, vous avez une réaction à cette question? Oui, bien sûr, merci. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais ajouter évidemment une spécificité du réseau des IAE et des études en management. La première chose, c'est bien sûr que le réseau des IAE, c'est la réponse du service public, ou l'offre du service public en matière d'études en management. Donc, je le redis, mais c'est presque trivial, par essence, par structure et par histoire. Évidemment, nous avons une action qui favorise la diversité et qui donne accès à un large public à des études d'enseignement supérieur en management. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour la majorité des cas, on pourrait regarder cas par cas, mais dans la majorité des cas, nos résultats en termes d'insertion professionnelle et nos résultats en termes de salaire moyen sur un secteur d'activité sont tout à fait comparables, voire dans certains cas meilleurs que d'autres réseaux qui ne sont pas des réseaux du service public. Alors je sais que l'histoire met du temps à arriver, je dirais, à la conscience collective, mais ça fait maintenant, je dirais, à peu près une quinzaine d'années que ces résultats-là sont obtenus. Et donc, vous le savez, comme ça a été dit tout à l'heure par Emmanuel, nos frais de scolarité sont de l'ordre de 300 €, disons. Et donc, nous sommes en compétition avec des institutions dont les frais de scolarité ne sont pas de cet ordre-là. C'est une particularité du management, encore une fois, qui est un peu différent de ce qu'on trouve dans les écoles d'ingénieurs. Bon. Donc, la vraie question, si je reviens sur Parcoursup, la vraie question pour nous, c'est nous avons une forte pression sociale sur Parcoursup. Par exemple, il y a 2 ans, je n'ai pas regardé les statistiques de l'année dernière, mais il y a 2 ans, la licence de gestion de Toulouse était la première licence demandée sur Parcoursup. Bon. La réponse que nous donnons est très insatisfaisante parce que sur plus de 3000 candidats, nous ne pouvons recruter que 150 personnes. Ça vous donne un ordre d'idée de la sélection. Donc, parce qu'il faut appeler un chat, ça revient à de la sélection. Donc, nous essayons de proposer ces études au plus grand nombre et dans une grande diversité. La deuxième chose que je voulais rappeler, qui a été dite aussi, c'est que en termes de stratégie, nous proposons de l'alternance dès la licence également, dès la licence et avec les masters. Mais
la difficulté principale, hein, celle que je voulais souligner encore une fois, c'est que face à... nous avons des programmes, disons, nous avons des programmes de bachelor, nous avons des programmes de master, ils sont au prix du service public et nous voulons attirer les meilleurs candidats au sein du service public. Donc c'est ça notre stratégie, puis c'est ça la question. Notre stratégie, c'est d'essayer d'attirer les meilleurs candidats et d'essayer de battre en brèche un certain nombre d'idées reçues, justement à la force d'être une école au sein des universités, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, je crois, par Emmanuel, c'est d'avoir l'avantage des deux systèmes. Nous sommes une université dont nous avons toute la force de frappe d'université, tous les avantages d'université, nous avons aussi la structure école qui nous permet d'être très réactifs et très agiles. Voilà. Merci Hervé. Céline, peut-être avant de prendre les questions de la salle, en tant que grande école de sciences politiques, quel est votre point de vue? Sur cette question du changement introduit par à la fois l'entrée Parcoursup et la réforme du baccalauréat, j'ai envie de reprendre ce qui a déjà été dit sur le fait qu'on n'arrive pas par définition à distinguer là, dans les modifications qu'on enregistre dans nos dernières promotions, les effets de la crise sanitaire des effets de la réforme du bac. Parce que la crise sanitaire a conduit à modifier nos modalités de sélection. Habituellement, nous recrutons nos étudiants en première année par concours écrit anonyme et au cours des 2 dernières années, nous n'avons pas pu procéder ainsi. La sélection a eu lieu donc uniquement par le biais des dossiers Parcoursup, ce qui a accentuer certaines des caractéristiques de nos écoles, à savoir leur féminisation, puisque nous accueillons plus de 65% de femmes dans les instituts d'études politiques. Ça a accentué aussi la proportion de boursiers, puisque nous sommes tous engagés dans des politiques actives de démocratisation. Et donc, la tendance s'est confortée grâce à Parcoursup. Et ça a accentué aussi le pourcentage de mentions très bien. Là, on est à 93% de mentions très bien dans nos promos de première année. Donc, ça a plutôt renforcé nos particularités. Mais ce qu'on mesure dans les amphithéâtres depuis 2 ans, c'est évidemment des étudiants de grande qualité qui sont très curieux, que nous avons choisi de recruter très largement. Hein. Nous répétons, et nous sommes 10 à répéter cela, que nous ne privilégions aucune spécialité, que nous accueillons aussi les étudiants qui sont en spécialité maths ou SVT, ou voilà, tous ceux qui sont curieux et qui ont un projet en lien avec nos écoles sont les bienvenus. Mais ils sont très bons, mais ils sont aussi fragiles psychologiquement. Ce qui me marque, moi, chez ces 2 dernières générations, c'est pas tant un problème de niveau, un changement vraiment dans le type de profil, c'est une fragilisation dans les dispositions, une inquiétude. Là, on a des jeunes qui, pour la première fois, ont passé des examens, vraiment des examens. Ils n'avaient passé ni le baccalauréat, ni le baccalauréat de français. Et ils étaient particulièrement inquiets par comparaison avec d'autres promotions. Donc là, à ce stade, voilà, on n'arrive pas encore à bien distinguer les effets propres de la réforme du bac. Mais voilà, on a essayé en tout cas, dans les modalités de concours qui vont pouvoir être mises en œuvre cette année, par les Sciences Po du réseau, on a essayé de valoriser la réforme du bac en prenant en compte, en plus des épreuves écrites anonymes du concours, pour une petite partie, les notes de contrôle continu du lycée. Merci pour ces premiers éléments, enfin qui sont plus que des premiers éléments des uns et des autres. Avant de peut-être vous relancer sur un ou l'autre point spécifique, je me fais le porte-parole de la salle avec plusieurs demandes de précision ou des questions alors assez variées. Certaines appellent certainement des réponses assez rapides. D'abord, factuellement, la différence entre les réseaux INP et Polytech. Ça va être pour vous, Emmanuel Perrin. Puis je regroupe ça avec une question qui demandait la différence entre Polytech Paris-Saclay et Polytechnique. Sur le plateau de Saclay. Et c'est vrai qu'on est dans un environnement avec beaucoup de codes et de regroupements, donc c'est toujours bien de se rappeler ces petites choses-là. Polytechnique Saclay est l'école interne de l'université Paris-Saclay et l'IX Polytechnique est une école, on va dire, externe à l'université. Il faut pas confondre les deux. Une école polytechnique universitaire, c'est une école Polytech, c'est le statut, l'école polytechnique universitaire. Elle porte le nom de Polytech puisqu'elles sont membres du réseau Polytech.
Et l'école polytechnique, c'est une des premières écoles fondées en France il y a presque 2 siècles. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes typologies d'écoles, c'est pas les mêmes projets, c'est pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes employeurs, mais je pense qu'il y a de la place pour tout. La différence entre les réseaux INP et les réseaux Polytech, le réseau Polytech et le groupe INP ont 3 interfaces institutionnelles, puisque nous avons 3 Polytech qui sont des écoles internes d'un INP à Nancy, à Clermont et à Grenoble. Alors par contre, les projets des 2 groupes sont coordonnés, hein, bien évidemment, mais il y a une différence entre une Polytech qui est interne à un INP, qui est membre du réseau Polytech et par laquelle on accède par intermédiaire des dispositifs PUP, des concours Polytech sur titre, des concours Polytech CPGE, et les écoles spécifiquement non Polytech internes aux INP, qui elles sont accessibles par les dispositifs INP, y compris les concours, y compris les classes prépa. Il y a quelques petites passerelles entre les deux, quelques places réservées, etc. Mais c'est 2 projets qui sont distincts, je pense, pour les candidats et leurs familles. Pour l'instant, il n'y a pas de perméabilité, puis c'est pas évoqué du tout, perméabilité entre les 2 projets, au sens où on fait sa prépa INP, on intègre l'ensemble des Polytech, on fait Polytech, on intègre l'ensemble des INP. Je crois qu'il ne faut pas qu'on perturbe le public. Donc, il y a le projet spécifique INP, le projet Polytech. Mais n'ayez crainte, ça se passe très bien. C'est pas parce qu'on a Polytech Clermont à l'intérieur de l'INP de Clermont-Auvergne naissant qu'il y a une difficulté quelconque, tout se passe très bien. Mais par contre, les familles doivent bien être informées sur ceci. Je suis d'accord. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Ça répond à la question, absolument. Une question, alors on a dit qu'on n'allait pas trop parler de questions institutionnelles, mais on n'esquive aucune question, et l'une a été posée sur les avantages et inconvénients d'être école interne. Et Hervé, puisque vous avez mentionné l'enjeu de la subsidiarité, peut-être que là-dessus, vous pouvez un peu nous donner votre perspective sur voilà, ce qu'on gagne. Il y a eu pas mal de points positifs qui ont été évoqués, hein, d'être dans des universités, mais peut-être aussi inconvénients et surtout vos attentes, vos besoins. Moi, je retiens dans les propos des uns et des autres aussi cette notion de pression. Vous avez beaucoup d'activités finalement, et donc on imagine que vous avez aussi besoin d'aide parfois, de soutien. On allume juste le micro, Hervé, vous êtes coupé. Excusez-moi. Oui, alors je disais, il y a plusieurs choses, c'est extrêmement intéressant. Bon, je voudrais juste, par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, vous voyez la complexité des organisations, excusez-moi de le dire, hein. C'est bien de dire il faut rassurer les familles, mais je vous assure, quand on regarde ça de l'extérieur, moi il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai passé 7 ans en entreprise, je vous assure qu'il faut vraiment être un expert pour comprendre la subtilité de nos positions aux uns ou aux autres. Donc la première chose que j'aimerais, moi, c'est qu'on arrive à avoir une simplification de nos organisations et de la communication qui va avec. Bon, c'est anecdotique. Bon, alors par rapport à votre question, c'est en lien un peu d'ailleurs, je crois, avec la suite de notre discussion. La première chose, c'est lorsqu'on regarde le marché d'enseignement supérieur, excusez-moi, je parle comme ça, je dis le marché d'enseignement supérieur, parce que l'enseignement supérieur est un marché de marque. Parce que regardez ce qu'on dit aujourd'hui, on parle d'une marque INP, on parle d'une marque INSA, on parle d'une marque IAE, on parle d'une marque Sciences Po, etc. Le marché d'enseignement supérieur, ne nous voilons pas la face, est un marché de marque. Un marché de marque, ça veut dire que les étudiants et leurs familles vont s'orienter vers des marques. Bon. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que cette marque, elle doit rayonner au niveau national, c'est vrai. Mais vous l'aviez mis en préparant ce forum, il faut penser à l'international. Donc, la première chose pour moi, c'est de dire qu'effectivement, il faut avoir une marque qui a tous les atouts d'un rayonnement au national et international. Donc, c'est dans ce sens-là, où pour répondre directement à votre question, le fait d'être au sein d'une université est évidemment un grand atout, parce que lorsque vous êtes à l'international, c'est beaucoup plus simple de dire « je suis l'école de management de l'université de Toulouse, je suis l'école de management de l'université de Lyon », etc. Ça, c'est une évidence. Nous ne faisons pas subir à nos partenaires internationaux la complexité de notre système national par pitié. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, évidemment, après, je ne vais pas redire ce qui a été rappelé, mais je trouve une très belle phrase, je ne sais plus si c'est Arnaud ou Emmanuel qui l'a dit, excusez-moi, mais non, je crois que, excusez-moi, c'est Céline qui l'a dit. On est très heureux dans notre université, je ne sais plus, mais ça, c'est vraiment la première chose. On ne peut être efficace que si on est très bien au sein de l'institution
je dirais, ombrelle. Et donc, la première chose, c'est ça. Il ne faut jamais penser que les écoles internes sont en guerre contre leur établissement mère, je ne sais pas comment dire, mais en réalité, c'est l'inverse. Nos écoles internes sont très contributrices, excusez-moi pour ça, ont une forte contribution vis-à-vis de leur université. C'est ça qu'on veut faire. Nous sommes une école universitaire de management. Nous sommes des écoles universitaires de management. Nous sommes très fiers de l'être parce que je me reconnais, moi, dans ce que vous avez tous dit sur notre ambition pour le service public, la qualité du service public, la mission, la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur pour le plus grand nombre. Donc, tout ça, c'est ce qui nous rejoint. Bon, donc, nous sommes très contributifs et on voudrait juste être reconnus comme tels parce que parfois, si vous voulez, nous sommes dans un grand ensemble, souvent complexe, et on travaille très bien, mais c'est juste normal. C'est-à-dire que personne ne met en avant les trésors d'ingéniosité qu'on arrive à combiner pour remplir notre mission de service public. Parce qu'il en faut. Parce que souvent, nous avons beaucoup de contraintes qui nous gênent un peu. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et puis la deuxième chose, c'est que au niveau universitaire, excusez-moi, j'ai un trou, je ne sais plus le détail de votre question. Mais... Bon, c'était justement d'avoir un peu votre retour sur les avantages et inconvénients d'être à l'intérieur de ces ensembles, mais on peut faire tourner la parole. Oui, allez-y. Non, mais juste une minute, je me rappelle maintenant. Oui, le deuxième élément, c'est qu'effectivement, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire qu'effectivement, reconnaître notre contribution, c'est admettre que nous puissions avoir des stratégies qui sont spécifiques pour soutenir nos marques et donc faire en sorte que les arbitrages en matière de ressources humaines et budgétaires, parce que ce n'est pas tellement budgétaire, mais c'est surtout humaine, puissent être délégués au niveau des écoles, ou en partie délégués au niveau des écoles, ou même qu'on ait la possibilité de discuter de ces éléments au niveau de nos écoles. Voilà, donc moi je crois, encore une fois, à la subsidiarité, c'est-à-dire je crois au fait de mettre au plus près de ceux qui créent la valeur, ce sont les écoles qui créent la valeur scientifique et pédagogique, les outils de décision nécessaires. Ce n'est pas l'université dans son ensemble, ça n'existe pas l'université dans son ensemble. Ce qui existe, c'est les unités qui créent la valeur scientifique et technique, donc les laboratoires, les écoles. Voilà. Merci pour cette mise au point, Hervé. Armelle, j'ai envie de vous relancer là-dessus avant qu'on enchaîne sur d'autres sujets. Vous avez tout connu ou presque dans vos différentes positions. On l'a dit, ou on le rappelle, vous avez été recteur, vous avez dirigé plusieurs écoles dans différentes configurations institutionnelles. Là, votre nouvelle maison a été créée de zéro avec, vous l'avez dit depuis 2 ans, avec cette personnalité à l'intérieur de l'université. Est-ce que quand on part de zéro, finalement, on a des bases saines pour développer tout ce que vous énumériez tout à l'heure et que citait aussi Hervé à l'instant? Alors, juste une correction, on n'est pas parti de zéro, on est parti de 3 composantes de formation. Une faculté des sciences, une faculté de STAPS et une école d'ingénieurs internes, qui étaient des bases saines. Donc oui, on peut construire. Après, comme toutes les fusions, quand on fusionne, il y a toujours une part d'abandon qu'il faut faire accepter et faire basculer de choses qui fonctionnaient chacun de leur tuyau vers un nouveau projet qui n'est pas le projet d'une des composantes plus que des 2 autres. Donc l'enjeu, c'est celui-là. Si vous voulez, nous, notre principal handicap, c'est pas la structure, c'est pas notre histoire. Notre principal handicap, c'est qu'on est sous-financé, et je ne suis pas sûr d'être le seul sur cette table, on est sous-financé par l'État. Hein. On nous demande de nous développer en termes de croissance de nombre d'étudiants, ce qu'on fait. On nous demande de répondre à plus d'appels à projets de tout type, régionaux, nationaux, internationaux. Et on le fait avec qui? On le fait avec des enseignants-chercheurs qui sont à presque 2 services en moyenne. Et bien ça, c'est pas sérieux. Et considérer qu'on peut continuer comme ça à surcharger des enseignants-chercheurs et des personnels administratifs qui doivent faire tourner la boutique en ayant des bouts de ficelle qui nous sont donnés, c'est juste pas sérieux. Donc, notre principal handicap, c'est la croyance
qu'en nous finançant à 2 000 €, entre 1 200 et 2 000 € le nouvel étudiant, on va faire tout très bien et sans souffrance dans le personnel. Céline, vous vouliez réagir? Oui, alors moi je souscris complètement aux propos qui ont été tenus à la fois par Hervé et par Armelle, bien évidemment. La question de la subsidiarité, elle me paraît absolument centrale pour que nos écoles puissent remplir leur mission de service public en complémentarité avec les autres formations proposées dans nos universités. C'est-à-dire que avoir des écoles universitaires, il s'agit bien d'écoles. Et j'insiste, ça me fait plaisir, autour de cette table ronde, je n'ai pas une seule fois entendu parler de composante, parce que composante, c'est une désignation administrative qui vide en réalité les écoles de ce qui fait leur attractivité pour le public. Voilà, nous ne sommes pas juste des maillons de grands ensembles, nous sommes des écoles et donc c'est à notre niveau que voilà, les missions, les stratégies correspondant aux attentes des étudiants, des familles doivent être définies. Donc là, je souscris complètement avec Hervé. Et ça ne peut se faire au bénéfice des étudiants que si c'est en plein accord avec les universités intégratrices et dans un rapport heureux. Alors, qui mérite d'être construit parce que c'est pas évident. On a un double mouvement dans l'enseignement supérieur depuis quelques années. On a un mouvement de regroupement qui pousse à en quelque sorte, paradoxalement, centraliser, harmoniser, voilà, homogénéiser des process. Et parfois, les process tendent à se substituer aux formations, aux écoles, aux missions de service public que nous sommes censés, voilà, à laquelle nous contribuons. Et donc, l'idée, c'est évidemment que ces process harmonisés, ces grandes orientations, eh bien, elles se déclinent dans les écoles au plus près du terrain pour satisfaire à des attentes spécifiques qui ne sont pas les mêmes dans nos écoles que d'autres attentes dans d'autres formations des universités. Donc, il y a vraiment ce que Hervé a énoncé, c'est l'ambition à laquelle il faut absolument parvenir pour que ce modèle des écoles publiques accessibles, capable de remplir à la fois des missions de démocratisation, mais aussi des missions d'excellence et d'ambition de formation intellectuelle, mais aussi de développement de la recherche, puisse aboutir. Et c'est vraiment un modèle intéressant propre à la France et intéressant à développer, à consolider. Mais ça ne peut se faire que voilà, en discutant vraiment, en poussant le modèle et en voyant ce que ça implique de la part des universités comme reconnaissance des particularités des écoles en leur sein. Et évidemment, il y a une question de moyens qu'a évoqué Armelle et qui se décline alors en fonction du statut des uns et des autres, soit en termes de dotation directe de l'État, soit en termes de dotation des universités. Je pense qu'il ressort de ce que nous avons tous dit, la variété des missions que nous assumons, puisque nous sommes des écoles, alors nous avons à notre échelle à inventer des modes d'accompagnement qui collent aux besoins précis de nos étudiants. Pour cela, nous avons besoin de bénéficier de ressources, de services en quelque sorte support, mais adaptés à notre échelle. Et donc, parfois, il y a une espèce de hiatus entre la concentration des ressources à un niveau très lointain et le fait que nous ayons à assumer sur le terrain des missions très variées pour lesquelles les dotations des universités sont assez notoirement insuffisantes. Parce que la particularité de ces statuts d'école universitaire, c'est que le ministère ne nous dote pas directement, il dote nos universités qui sont censées nous doter elles-mêmes pour nous permettre de satisfaire à des missions qui parfois d'ailleurs nous sont données nationalement. Et donc là, il y a encore quelque chose à affiner, disons, et à construire dans le modèle des écoles universitaires pour qu'elles s'épanouissent pleinement et qu'elles donnent entière satisfaction à tout le monde et en priorité à tous les acteurs de l'université. Alors justement, pour continuer sur ce sujet des ressources, peut-être rappeler de quelles ressources vos établissements disposent et aussi de quels leviers vous disposez pour poursuivre le développement et de tous les projets qui ont été évoqués.
Céline, je vous laisse continuer. Oui. Alors, nous, on a l'essentiel de nos ressources en réalité, en tant qu'école Institut d'études politiques, provient de nos ressources propres désormais, elles-mêmes issues à la fois de droits d'inscription, puisque les instituts d'études politiques, à la différence donc des IAE, pratiquent les droits d'inscription modulables en fonction des revenus des familles. Nos boursiers sont complètement exonérés de droits d'inscription, ils ne payent pas les droits d'inscription, mais les enfants des familles les plus aisées payent jusqu'à 4 000 €. Alors, on est très, très loin des frais d'inscription pratiqués évidemment dans les écoles privées ou dans certaines écoles publiques particulières, c'est sûr. Mais enfin, à la différence d'autres écoles ici représentées, nous bénéficions de ces droits d'inscription et c'est grâce à eux d'ailleurs que nous arrivons en grande partie à financer les missions que nous sommes censés assumer, puisque parmi ces missions, notre dotation, qu'elle vienne directement de l'État, parce que le 713-9 permet à l'État, au ministère, de nous doter d'un certain nombre de ressources fléchées via nos universités, même si le ministère le fait de moins en moins du fait de la logique d'autonomie. Mais du coup, si on additionne les dotations en provenance directe de l'État et celles dont nous créditent nos universités, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye en tout cas, cette dotation finance la moitié de nos enseignements. Chacune de nos deux universités finance un quart de nos enseignements chacune. Et puis, nous finançons avec nos ressources propres, donc les droits d'inscription pour tous les types de diplômes que nous avons créés, la moitié restante, sachant que nous finançons également pratiquement la moitié de l'équipe administrative qui nous encadre et qui permet à notre école de subsister. Donc, autant vous dire que voilà, c'est un modèle qui est d'une relative fragilité, parce que d'une part, la proportion de ressources pérennes liées aux dotations est trop peu importante encore, n'a pas encore atteint un seuil suffisant pour être sûr de pérenniser l'institution qui est pourtant très fortement attractive et qui s'est développée pour notre part à vitesse grand V, parce qu'on est passé de 80 étudiants en 2014 à 100 aujourd'hui. Donc, on a un problème de consolidation lié à une trop petite dotation. Pour vous donner un exemple très concret, on n'a que 8 professeurs à temps plein à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour 800 étudiants. Et on a par ailleurs des morceaux de service d'enseignants qui sont affectés à titre principal dans d'autres formations de nos universités intégratrices. Et grâce à ça, on arrive à 50% des enseignements pris en charge par le biais d'une dotation. Mais tout le reste, ce sont des vacataires qui interviennent dans nos enseignements. Et alors, tout le reste, le fonctionnement, la vie étudiante, tout le reste est financé par notre propre développement. J'ajoute, et c'est très important, que nous disposons d'une ressource fondamentale grâce à notre territoire. Mes collègues ont avec raison insisté sur l'importance de l'intégration des écoles, qui sont des écoles très ancrées dans le territoire avec les partenaires locaux. Nous avons la chance d'avoir à la fois une commune, Saint-Germain-en-Laye, qui est pourtant petite, qui est très en soutien et qui a construit du logement étudiant pour nous permettre d'accueillir dans les meilleures conditions nos étudiants, et aussi le département du Yvelines, qui quelque part, alors qu'en région parisienne, la concurrence… Céline, on va vous demander de conclure pour qu'on puisse faire tourner la parole, parce que sinon on n'entendra plus tout le monde. Il nous reste une dizaine de minutes seulement. D'accord. Je dis juste que la mise à disposition d'un site gracieusement par le département, qui prend en charge des travaux de rénovation et un certain nombre de tous les disons, est absolument fondamentale dans notre développement et du côté des territoires aussi. Merci Céline. On est les gardiens du temps, c'est important qu'on équilibre le temps de parole. Et on sent votre passion et on vous en remercie.
Hervé, sur cette question des ressources et du développement, où est-ce que vous allez chercher l'oxygène dont vous avez besoin pour vous développer? Oui, très brièvement. Pour aller à l'essentiel, la ressource principale en matière budgétaire, c'est l'apprentissage. Dans le réseau des IAE, particulièrement à Toulouse, mais à d'autres endroits aussi, à Lyon, enfin, je ne peux pas citer tout le monde, mais dans le réseau des IAE, le nombre d'apprentis au niveau licence et au niveau master croît sur un rythme de 2 chiffres tous les ans. Aujourd'hui, nous, par exemple, sur 3000 étudiants, nous en avons plus de 1000 qui sont en apprentissage. Donc, c'est une ressource très importante. La deuxième ressource, c'est les partenariats que nous pouvons signer, soit avec des secteurs, par exemple, vous voyez l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes, soit avec des entreprises, évidemment des entreprises d'une certaine taille, d'une grande taille, à Toulouse, vous l'imaginez, Airbus, les laboratoires Pierre Fabre ou d'autres, ou des startups qui sont à fort potentiel, comme Sigfox, qui est l'Internet des objets. Donc, ce sont ces ressources-là, mais je reviens quand même à ce qu'a dit Armel tout à l'heure, qui est très important. Ce n'est pas tellement les ressources financières le problème pour nous, c'est vraiment les ressources humaines. Parce que comme on fait face à des injonctions paradoxales, si vous voulez, on veut dire, faites beaucoup de recherches. Et c'est normal, on a signé pour ça. Donc, mais aussi accueillir la masse des étudiants. Et donc, on a des injonctions paradoxales qui font qu'il est très difficile à la fois de remplir notre mission de service public sur le volet recherche, qui demande beaucoup de temps, parce que la ressource précieuse, c'est le temps, et le volet enseignement. Et donc, on arrive à des situations de très grande tension, et parfois, c'est vrai, ça a été dit par Armel, moi c'est comme ça que je comprends ce qui vient d'être dit, de souffrance au travail. Je veux pas, c'est pas le lieu là d'être trop négatif, parce que je crois qu'on est tous heureux. Il faut dire les choses aussi, hein, bien sûr. Voilà, donc on le sent, et encore une fois, il faut rappeler que nos collègues, qui sont encore une fois le cœur du dispositif, le cœur du réacteur, ils ont signé pour faire de la recherche de qualité et de l'enseignement de qualité. Et si tout ça se dégrade pour des raisons, je dirais, technocratiques, ça me fait penser un peu, vous savez, à la situation, on entend beaucoup de choses sur la situation de l'hôpital français et la différence entre les médecins et les spécialistes qui créent la valeur, excusez-moi, qui soignent, et puis la superstructure qui gère. Et il ne faudrait pas qu'on arrive à cette même situation dans nos institutions, où une superstructure dans ces fameux établissements expérimentaux, dans ces fameuses reconstructions de sites, viennent à brider ou à ne pas respecter même les écoles internes. Voilà, pardon. Armel, peut-être sur ce sujet, je vous laisse continuer. Oui, alors deux points. D'abord, sur nos ressources de développement, elles sont celles qui ont été citées, l'apprentissage, la formation continue, et plus largement tous les appels à projets qui peuvent exister. Encore faut-il des gens, comme j'ai rappelé, disponibles pour répondre aux appels à projets. Je suis aussi d'accord avec la difficulté qui vient derrière de transformer ces ressources financières en ressources humaines et pas en ressources humaines précaires. Il y a un point que je vais aborder parce qu'il traîne souvent en arrière-plan de ces discussions, c'est la question des droits d'inscription. Et on est là avec des profils divers. Moi, mon point de vue sur les droits d'inscription dans l'enseignement public, d'ailleurs ça a été rappelé par le Conseil constitutionnel, ils doivent rester modiques, c'est que le premier point, c'est que la plupart des gens très très riches ne mettent pas leurs enfants à l'université. Donc tant qu'on touche uniquement au droit d'inscription dans l'enseignement public, on exonère une partie de la population la plus aisée de sa contribution au service public. C'est un choix politique. Ça ne m'appartient pas de le commenter, pour l'instant il n'a pas été pris. Le deuxième point, c'est que quand on est sur des modalités comme ça a été présenté par ma collègue de Saint-Germain, de droits d'inscription différenciés où on aide plus les étudiants en situation défavorisée en faisant plus payer les étudiants dont les parents qui le peuvent, on aboutit à des situations qui vont avoir des impacts différents suivant les établissements. Les établissements qui vont recevoir beaucoup d'étudiants
alors de très bon niveau et donc de façon corrélée de très bon niveau social, vont avoir une augmentation de leurs ressources beaucoup plus forte que des étudiants, que des établissements qui accueillent des étudiants plus défavorisés. Et donc, ce qui doit se produire si on travaille sur des droits d'inscription différenciés, c'est aussi un rééquilibrage des dotations entre établissements. Et ça, c'est à l'État de conduire ce changement. Merci Armel. Emmanuel, je vous laisse terminer ce tour. Ah, bah écoutez, merci. Oui, moi j'aimerais quand même donner une note positive à tout ceci. Réseau Polytech, nous avons décidé en 2016 de créer d'abriter notre personnalité morale et juridique, non pas dans nos universités, parce que c'est difficile de partager une PMJ d'une marque dans 15 universités, et donc on a décidé de créer un dispositif partagé par nos universités. Et il nous a semblé opportun de faire deux choses, donc une fondation partenariale comme outil, mais de la mettre sous la responsabilité de nos universités. Donc on partage totalement avec nos universités l'ensemble des projets. Et nous sommes sous la protection de ces dernières, nous sommes accompagnés par ces dernières, moralement, politiquement et financièrement. Oui, c'est par eux tous les jours, on est bien d'accord, et ça frotte, ça coince, il faut se battre un peu pour les budgets, des choses comme ça, etc., etc. Globalement, de la position privilégiée que j'ai comme coordinateur d'un réseau de 15 écoles internes aux universités, 5, 6 écoles associées, vous en verrez quelques-unes arriver prochainement, très clairement, c'est pas si noir que ça. Nos subventions pour charges de service public s'expriment clairement au sein des universités. Il y a un modèle qui est partagé. Dans certains polytechs, ça arrive sous une forme, dans d'autres sous une autre forme. Mais nos universités nous donnent des moyens de fonctionner et nous avons les moyens de réguler le nombre d'étudiants que nous recevons, parce que notre modèle économique ne dépend pas du nombre d'étudiants que nous recevons. Et donc, on ne met pas en panique nos enseignants-chercheurs. Oui, ils sont surchargés, mais nous, par exemple, à Polytech Lyon, nous avons décidé depuis 2015 de ne pas augmenter en cycle ingénieur d'un seul étudiant le nombre d'élèves. Tout simplement parce qu'on n'a pas les bras et on n'a pas les locaux pour le faire. Dès que la situation s'améliorera, on sera capable de ne pas mettre en danger, de ne pas stresser nos enseignants-chercheurs qui sont d'ores et déjà surchargés. Donc, je modérerai quand même un peu les propos. Je pense que le financement des écoles internes est un débat. Pour le réseau Polytech, ce financement ne passe pas forcément par l'augmentation des droits d'inscription. Il y a d'autres moyens, et y compris en potentialisant ce qui se passe dans nos établissements. Quand on est une école interne, il y a beaucoup de potentiel pour les universités. Nous, par exemple, pour nos PUIP à Lyon, on a un partenariat avec notre fac des sciences, on a un partenariat avec les facs de médecine. Donc, globalement, notre modèle économique de développement n'est pas celui de l'augmentation des droits d'inscription. Voilà. Donc, on est capable de mener à bien nos différentes missions. Je note, moi, que ce modèle fonctionne, puisqu'on a augmenté de quelques centaines de places d'accueil dans nos cycles ingénieurs. Par contre, la question ne doit pas être taboue, je suis bien d'accord avec vous. Peut-être que ce sont des stratégies différentes en fonction des réseaux, des typologies d'écoles, des typologies d'universités. Donc, le message, pour moi, il est plutôt positif. On est bien dans nos universités quand on partage un projet correct avec elles, même si ce n'est pas un chemin bordé de roses d'enseignement supérieur public. On est bien d'accord. Peut-être, merci Emmanuel, et vous complétez bien tous les quatre. Une question qui va appeler une réponse rapide parce qu'on arrive au terme, mais est-ce que vous diriez les uns et les autres, vous reconnaîtriez, si on vous décrivait comme des organisations entrepreneuriales à l'intérieur de cet ensemble universitaire? Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire de l'ensemble des composantes justement des universités. Est-ce qu'à vous, ça s'applique? Je vais commencer par celui pour qui ça semble le plus facile, c'est Hervé, vu la mission des IAE. Oui, merci. Oui, c'est une très bonne manière de nous présenter, entrepreneurial au sens strict, puisque l'ensemble de nos écoles souvent participent à des incubateurs, ont des dispositifs de double diplôme avec les écoles d'ingénieurs. Là, j'en parle vraiment au niveau de Toulouse, j'en suis très heureux. Nous avons réussi à avoir des doubles diplômes avec l'ensemble des écoles d'ingénieurs du site toulousain, qui sont de très belles écoles d'ingénieurs. Donc, et qu'est-ce qu'on apporte? On apporte la dimension entrepreneuriale pour faire des ingénieurs managers. Et donc, effectivement, c'est exactement ce positionnement que nous revendiquons. Et deuxième point très rapide, entrepreneurial aussi, au sens où, là je reviens sur mon dada, sur le fait qu'effectivement, nous devons entreprendre au sein de nos universités en bonne entente, comme l'a dit Emmanuel, mais encore faut-il pouvoir avoir le poids politique pour le faire. Nous avons certains la chance de l'avoir, d'autres un peu moins, et évidemment pour cela, c'est plus difficile dans la vie de tous les jours. Mais je reste sur le point positif
qu'a présenté Emmanuel. Merci. Céline, en quelques mots. Oui, moi je me reconnais tout à fait dans cette idée que les écoles sont construites, gouvernées, animées par des entrepreneurs institutionnels. Je pense que la taille de les écoles, leur activité, leur rapidité de développement, leur réponse à des attentes qui sont très changeantes et auxquelles on s'adapte, tout ça requiert des compétences entrepreneuriales que voilà, nous déployons dans le cadre de ces écoles internes. Je pense que c'est un bon terme pour voilà, rendre compte de la façon dont ces écoles sont animées et fonctionnent, même si évidemment l'entrepreneuriat se veut aussi un entrepreneuriat de recherche, par exemple. Nous avons développé l'intérêt que représentait le fait d'être dans des universités pour développer des vrais gros programmes de recherche articulant les compétences à un niveau beaucoup plus important que celui de nos propres, de nos écoles elles-mêmes. Et ça, on est aussi entrepreneur de recherche. Aujourd'hui, on répond à des appels à projets, on monte des projets. Nous, nos étudiants, dès la 2e année, on leur propose de faire des projets collectifs, y compris un projet d'entrepreneuriat de la recherche. Voilà, ces compétences qu'on peut apprendre dans les écoles du réseau d'Hervé, voilà, on doit aussi les avoir, nous, pour animer ces écoles internes. Merci. Armel? Alors, c'est difficile de dire non à une question pareille, donc je ne vais pas dire non. Voilà. Moi, je présente souvent l'INSA, de façon simple, comme une filiale de l'université, puisqu'on a un statut juridique qui nous permet de le dire. Voilà. Mais on est des entrepreneurs spécifiques, d'abord parce qu'on est des entrepreneurs de service public. C'est le premier point. Le deuxième point, qui est peut-être lié à ça, c'est qu'on est aussi, en tout cas nous à l'INSA, mais je pense que globalement les écoles que j'ai entendues le sont, aussi tendu par des dynamiques de temps long. D'abord, former un diplômé d'ingénieur ou de master, c'est 5 ans. Donc, c'est un process de production qui prend 5 ans. Ce n'est pas une start-up qui se réorganise trop souvent. Et puis, on s'adresse aux enjeux du développement durable, du bien-être de la population, de la planète pour les décennies qui viennent. Et ça aussi, ça sous-tend notre activité. Donc, entrepreneur, mais de service public et de temps long. Et du côté de Emmanuel, pour un dernier mot. Ensuite, je laisserai la question de la fin à ma collègue Lucie. Alors, j'aime bien la notion d'entrepreneur institutionnel. Moi, je le vis un peu comme ça parce que j'essaie de développer les ressources propres. Voilà, j'ai des personnels contractuels, des personnels fonctionnaires, etc. On essaie de développer sur nos ressources propres des postes d'enseignants, enseignants-chercheurs pour développer également de la recherche. Donc, j'aime bien cette définition. Oui, on s'inscrit résolument dans le cadre du service public, donc ça veut dire qu'on est responsable, on ne fait pas n'importe quoi. De toute façon, on est encadré pour nos universités, mais c'est vrai qu'on apporte dans nos établissements peut-être un souffle de fraîcheur par rapport à l'ambition et l'agilité que nous avons. Nous, à Polytech Lyon, on est par exemple l'une des premières composantes à financer des postes d'ATER sur nos ressources propres. Et donc ça nous permet de renouer un lien avec nos laboratoires, de développer des projets de recherche sans les piloter. C'est-à-dire, on peut se mettre au service de la collectivité. Je souscris totalement au temps long par rapport à d'autres composants d'établissement, d'autres typologies de diplômes. Pour faire une année de formation ingénieur, il faut 2 ans. Il faut préparer, etc. Pour former des ingénieurs en 5 années, avec l'accréditation CTI, donc il faut qu'on se prenne à l'avance de façon à avoir les critères d'accréditation atteints, parce que c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Ce processus, ce CTI, le diplôme d'ingénieur et toutes les procédures qualité, je souscris totalement à ce que dit Armel, qui nous apporte aussi dans nos établissements une vision de temps long, voire très long. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on est à la fois un facteur d'évolution par notre dynamique institutionnelle, mais de stabilité par la dynamique de nos diplômes et de nos procédures d'accréditation. Donc, un entrepreneur institutionnel de temps long, ça me va bien. Merci. Écoutez, merci à tous pour la richesse de ces échanges. Je vais vous poser une dernière question qui rentre dans le cadre du débat que Newstant et Campus Matin vous propose le 3 février avec des représentants des candidats à l'élection présidentielle. Donc justement, dans ce cadre-là, est-ce que vous pourriez me donner en quelques mots, si c'est une phrase, une mesure que vous souhaiteriez voir avancer lors du prochain quinquennat? Je propose qu'Emmanuel, vous continuiez là-dessus avant de passer la parole. Je crois qu'il ne faut pas nous laisser au milieu du gué. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans le service public, il faut, et je souscris à ce que dit Armel, que l'État se prononce
sur le financement des formations d'ingénieurs comme d'autres formations au sein des établissements publics d'enseignement supérieur, tout en procurant à ces derniers, sans se substituer au financement public, la capacité de bien dépenser l'argent public, mais aussi de l'argent que nous aurions acquis par des droits d'inscription, par l'apprentissage ou tout type de ressources propres que nous pourrions avoir. Donc, c'est à la fois un soutien financier de la part de l'État, de façon à mener à bien nos missions, mais aussi un accompagnement dans l'agilité institutionnelle et réglementaire. Merci beaucoup. Céline, peut-être? Oui, alors moi je vais reprendre les mots d'Hervé sur la subsidiarité. Je pense que aider, être peut-être davantage cadrer, accompagner la mise en œuvre de la subsidiarité. Qui incite à regarder du côté des échelles où la vie étudiante se produit, où la formation est donnée, où les acteurs qui font l'enseignement supérieur agissent. Et pas seulement du côté des gouvernances lointaines de regroupement qui sont aussi nécessaires pour alimenter tout un tas de dynamiques. Mais voilà, mettre les écoles au centre, c'est mettre les professeurs et les étudiants au centre et là, accompagner la subsidiarité, la mise en œuvre de la subsidiarité, ça me paraît une garantie de développement et de consolidation du modèle des écoles internes. Merci beaucoup. Armelle, pour faire ingénieur par ingénieur. Bon, ok. C'est la technique du sandwich. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a un premier point fondamental, c'est la question du financement. Le financement dans l'enseignement supérieur public par étudiant décroît de façon significative depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs quinquennats. Je pense qu'il faut mettre un stop à ça et même changer l'orientation des financements. Le deuxième point, et je m'arrêterai là, c'est tout le travail qui doit avoir lieu sur à la fois l'orientation des jeunes, le design de nos formations de premier cycle et une capacité dans cette orientation à mieux sélectionner ou orienter les étudiants. Et pour ça, il y a besoin d'autonomie, de subsidiarité donnée aux établissements pour que ce travail puisse être fait. Sinon, on va continuer par ailleurs de gaspiller de l'argent. Merci beaucoup. Et de l'espoir des étudiants. Merci Armelle. Hervé, je vous laisse le mot de la fin. Oui, quelle responsabilité. Moi, je ne peux que reprendre ce qu'ont dit mes collègues. Hein. Tout a été dit. Je voudrais juste, donc, ça me permet de dire des choses plus globales. Je dirais, il faut nous laisser libérer les énergies. Il faut faire en sorte que nous soyons heureux dans notre travail et que nous respections, enfin que nous soyons respectés dans les initiatives que nous prenons. Et je voudrais juste rappeler que donc il y a un grand mouvement depuis la loi LRU de décentralisation des décisions et de l'organisation du système universitaire français. Il faut, comme ça a été dit, il faut continuer dans ce sens-là. Et il faut accepter la différence, il faut accepter les différences. Il faut comprendre que le mythe de l'uniformité des diplômes nationaux est passé. Il me semble qu'on est dans un changement d'époque et qu'il faut comprendre que bien sûr, il faut qu'il y ait des règles, je dirais, communes, mais il faut accepter la différence. Il faut accepter que des études supérieures sur un site soient organisées différemment sur un autre site, et que mille fleurs éclosent, vous savez, c'est-à-dire qu'on puisse chaque fois trouver les meilleurs dispositifs pour répondre à la demande sociale et à la demande de la société française. Voilà. Merci Hervé Penant, merci Armelle de la Bourdonnais, Céline Braconnier, Emmanuel Perrin, puis merci à Camille Vendier et Lucie Coquart pour la préparation et la co-animation de cette séquence. Dans votre diversité, vous nous avez montré beaucoup de points de convergence et d'enjeux communs. C'était particulièrement riche et intéressant. Compte rendu est bien entendu à retrouver très vite sur Campus Matin. Et puis vous dire que le programme continue. Dans quelques minutes démarrera un débat en plein dans les sujets que vous venez d'évoquer sur massification, sélection, tranchée enfin, point d'interrogation, co-animé par Martin Le Sénéchal et Audrey Steves. C'est à 11h30. Je vous ai partagé dans les questions le programme complet de nos journées.
On espère vous retrouver nombreux. Et vraiment, merci à tous nos participants et nos intervenants pour cette séquence. Très belle journée à tous et à bientôt. Merci à vous. Merci à vous, Théo. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.